た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。Le Japon des années 1910, sous l'ombre de l'ère Taisho, était un pays en plein conflit interne, déchiré entre le grand bond en avant de la restauration Meiji et les résistances rurales peu enthousiastes à l'idée de la modernité. Tandis que Tokyo s'éveillait doucement à l'industrialisation et aux idéaux occidentaux, les régions rurales, notamment dans l'ouest du Japon, demeuraient prisonnières d'un passé austère, presque immuable. Ces paysages pittoresques, jalonnés de rizières et de montagnes, cachaient des réalités plus sombres, la misère, la faim et une violence insidieuse qui se glissait dans chaque recoin des foyers modestes. Dans les villages isolés, la vie tournait autour des cycles de la terre. Les hommes labouraient les champs dès l'aube, courbés sous le poids d'outils rudimentaires, pendant que les femmes s'occupaient des tâches domestiques, souvent aidées par des enfants déjà accablés de responsabilités. Mais la récolte ne suffisait jamais à nourrir les nombreuses bouches. L'endettement auprès des prêteurs locaux, souvent usuriers, était devenu une fatalité. Pour un peu de nourriture, certains vendaient leurs maigres possessions et parfois même leurs enfants qui finissaient garçons et filles de ferme ou pire encore, dans des conditions de travail proches de l'esclavage dans les grandes villes. Les hivers étaient particulièrement cruels, le vent mordant s'insinuait dans les maisons de bois mal isolées et les maigres provisions fondaient aussi vite que la neige sur les toits. Les familles locales, bien que moins connues que celles du passé, dévoraient les familles les plus vulnérables et quand la faim parlait, elles poussaient les hommes à des extrémités inimaginables. Il n'était pas rare d'entendre des histoires d'infanticide ou d'abandon, des actes désespérés maquillés sous le voile de la nécessité. La pauvreté s'accompagnait souvent d'une violence quotidienne enracinée dans les structures mêmes de la famille patriarcale japonaise. Le ie, ou foyer familial, n'était pas seulement un lieu de refuge, c'était une institution rigide où l'autorité du chef de famille régnait sans partage. Le père ou parfois le grand-père était souvent un homme brisé par le labeur et les attentes écrasantes. Cette frustration trouvait son exutoire dans des éclats de colères alcoolisées dirigés contre sa femme ou ses enfants. Les disputes conjugales dégénéraient fréquemment en scènes de brutalité, voire de meurtre. Les enfants, eux, grandissaient dans la crainte de ces mains calleuses qui, au lieu de les caresser, ne faisaient que punir. Dans ce contexte, les femmes étaient souvent les premières victimes. Mariées dès l'adolescence à des hommes qu'elles ne connaissaient souvent pas, elles devenaient rapidement esclaves du foyer. La violence conjugale était banalisée, considérée comme un élément naturel de la vie maritale. Si une épouse osait se plaindre ou tenter de fuir, elle était ramenée de force par les anciens du village avec une humiliation publique à la clé. C'est dans ce décor que naquit Furutani Sokichi, entre misère, violence, abus et méconnaissance totale des maux psychologiques à la base de beaucoup de tourments dans ce décor terrible. Le terreau était fertile pour celui qui deviendrait bientôt un tueur impitoyable et froid, celui que l'histoire retiendrait bientôt comme le tueur de vieux.
Furutani Sokichi est né le 16 février 1914 dans le village modeste de Tsushima, niché au cœur de la préfecture de Hyogo, premier enfant d'une famille qui en compterait bientôt 5. Ce jour d'hiver fut marqué par un vent glacial qui balayait les toits de chaume et les rizières en sommeil. La maison familiale, une modeste bâtisse en bois à moitié délabrée, était bien loin de la chaleur et de la sécurité qu'un nouveau-né aurait pu espérer. Pourtant, pour ses parents, Shigematsu et Ito, l'arrivée de Sokichi représentait une lumière vacillante dans une existence marquée par la lutte quotidienne pour survivre. Furutani Shigematsu et Ito étaient des agriculteurs à temps partiel, un euphémisme pour dire qu'ils vivaient dans une pauvreté si accablante qu'ils devaient compléter leurs maigres revenus en vendant du poisson au marché local. Le père, Shigematsu, était un homme pragmatique et dur, marqué par une vie de privation. Il parcourait les routes cabossées avec sa charrette de poisson, espérant quelques yens pour nourrir sa famille. Sa femme, Ito, était frêle mais résiliente, toujours penchée sur des tâches domestiques ou occupée à vendre des saba, ces maquereaux japonais, ou des iwashi, des petites sardines mais séchées. Les premières années de Sokichi furent marquées par ce rythme harassant. Dès qu'il fut capable de marcher, il accompagna sa mère au marché ou jouait seul dans les champs où son père travaillait. Mais derrière cette routine se cachaient des tensions profondes. La fatigue et les frustrations rendaient les disputes fréquentes, et les éclats de voix dans la maison des Furutani devenaient un bruit de fond familier. Lorsque Sokichi eut 4 ans, l'équilibre déjà fragile de la famille s'effondra. Ito, qui souffrait de toux persistantes depuis des mois, fut alité, incapable de continuer son rôle de pilier du foyer. Le diagnostic, bien qu'évident, fut un coup de tonnerre, la tuberculose, une maladie qui ravageait les campagnes japonaises. Les soins rudimentaires à l'époque étaient inaccessibles pour une famille aussi pauvre. Sokichi, trop jeune pour comprendre pleinement, se souviendra plus tard des bruits sourds de la toux de sa mère, de son visage pâle et émacié, de l'odeur de l'encens qui emplissait la maison après sa mort. La perte d'Ito laissa un vide béant, non seulement affectif, mais aussi pratique. Shigematsu, accablé, prit une décision radicale. Comme beaucoup d'autres hommes de l'époque, il choisit d'abandonner la terre ingrate de Tsushima pour partir en Corée, une colonie japonaise depuis 1910, dans l'espoir d'y trouver des terres, une femme et de meilleures opportunités. Les Furutani se brisèrent alors en éclats, les 5 enfants furent confiés à des membres éloignés de la famille, dispersés comme des feuilles au vent. Sokichi l'aîné fut envoyé vivre avec un oncle maternel à Osaka. Osaka, ville industrielle en pleine expansion, était un contraste saisissant avec les collines paisibles de Tsushima. Le jeune Sokichi, alors âgé de 4 ans, arriva dans une métropole grouillante où les cheminées des usines noircissaient le ciel et où le bruit incessant des marchés et des tramways remplaçait le chant des oiseaux. Pourtant, cette nouvelle vie ne signifia pas vraiment un nouveau départ. L'oncle chez qui Sokichi vivait n'était pas un homme cruel, mais il était froid et sans sentiment. Pour lui, Sokichi n'était qu'une bouche de plus à nourrir. L'enfant dut alors travailler dès son plus jeune âge pour mériter son toit. Il balayait, portait de l'eau et accomplissait de petites corvées dans l'échoppe de l'oncle. Si les tâches n'étaient pas terminées à temps, des coups de bâton remplaçaient les réprimandes. Sokichi, déjà traumatisé par la perte de sa mère, développa une colère sourde qu'il ne pouvait exprimer que par des actes d'indiscipline. Il passa aussi du temps dans d'autres foyers, déplacé d'un parent à l'autre selon les besoins et les opportunités. Ce va-et-vient constant renforça en lui un sentiment d'instabilité et de rejet. Il apprit à ne compter que sur lui-même, à se débrouiller dans un monde où personne ne semblait se soucier de lui. À l'école primaire,
Sokichi se démarqua rapidement par son comportement. Il était un enfant grossier et hostile qui refusait de se plier aux règles. Lors des leçons, il perturbait la classe, lançant des remarques insolentes ou refusant simplement de participer. Mais c'était dans la cour de récréation que son caractère trouvait son expression la plus brutale. Sokichi avait un don pour intimider, plus grand et plus fier que les autres enfants de son âge. Il utilisait sa stature pour imposer sa volonté. Il exigeait des friandises ou des jouets et si ses camarades refusaient, il les frappait violemment et sans hésitation. Ses enseignants, dépassés par son agressivité, se contentaient souvent de l'exclure temporairement, mais cela ne faisait qu'amplifier son mépris pour l'autorité. Sa réputation s'étendit même au-delà de son école. Dans le quartier, il volait de petites sommes d'argent sur les étals des marchands ou arrachait des jouets des mains des plus jeunes. Les commerçants et les voisins se plaignaient régulièrement à son oncle, mais les remontrances ne faisaient qu'alimenter la rage latente de Sokichi. À l'âge de 8 ans, Sokichi retourna brièvement dans sa région natale pour un regroupement familial voulu par une tante soucieuse de rassembler la fratrie, mais l'accueil fut glacial. Ses frères et sœurs, dispersés dans des foyers différents, étaient devenus presque des étrangers pour lui. Chacun avait appris à survivre dans un environnement hostile et les retrouvailles ne furent qu'un rappel douloureux de leur abandon mutuel. Sokichi portait déjà en lui les marques d'un déracinement profond et d'une enfance fracassée. L'amour et la stabilité, s'ils n'avaient jamais existé, n'étaient plus que des souvenirs flous. Le jeune garçon était un produit de son époque et de son environnement, un monde où la survie laissait peu de place à l'empathie, où la violence était une monnaie d'échange quotidienne. Dans ce décor brutal, Foletani se forgeait une identité, mais ce qui pour d'autres aurait pu n'être qu'une phase de rébellion passagère allait dans son cas se transformer en un engrenage mortel. Car derrière ces actes d'enfant turbulents se cachait un caractère froid et brutal en pleine formation qui allait bientôt se révéler dans toute son ampleur. À l'âge de 10 ans, Foletani Sokichi retrouva son père après 6 années d'absence. Shigematsu était revenu de Corée colonisée, non pas en homme transformé par la réussite, mais en patriarche encore plus endurci par l'échec. Ses rêves de terre fertile et de prospérité s'étaient heurtés à la réalité brutale de la colonisation, où les Japonais modestes comme lui n'étaient que des pions dans une machine qui profitait avant tout aux puissants. Shigematsu revint avec un peu d'argent de poche, mais surtout avec une nouvelle épouse, une femme au caractère aussi sévère que la vie qu'elle avait menée jusque-là. Pour Sokichi, le retour de son père aurait pu représenter une forme de stabilité après des années de déracinement. Dès les premiers jours, il comprit que sa nouvelle maison serait un lieu d'humiliation et de douleur. La belle-mère, Kaio, veuve de soldat, une femme grande et osseuse, au visage anguleux, ne voyait en lui qu'un poids inutile. Elle s'était remariée à Shigematsu dans l'espoir d'un avenir stable, mais elle trouvait insupportable la présence de cet enfant grossier et impétueux qui ne lui devait rien. Kaio imposait à Sokichi un régime de tâches interminables, nettoyer la maison, puiser de l'eau au puits, s'occuper des maigres cultures qui entouraient leur maison. Chaque tâche accomplie, avec moins de rigueur que souhaité, se terminait par des coups ou des cris, parfois les deux. Les punitions allaient des gifles cinglantes à des privations de repas, pire encore. Elle ne se contentait pas de frapper, elle accompagnait ces violences de mots destinés à détruire le peu de dignité qui lui restait. Shigematsu, fatigué par ses années en Corée et résigné à sa situation, restait le plus souvent silencieux. Lorsqu'il intervenait, ce n'était que pour hausser la voix contre Sokichi, rappelant à son fils que dans cette maison, il n'était qu'un intrus. Mais le jeune garçon n'avait pas l'intention de se soumettre. S'il subissait en silence les coups et les humiliations, sa colère montait comme un poison lent dans ses veines.
Chaque journée passée à endurer les brimades de Kaio renforçait sa haine et nourrissait une rage qui ne demandait qu'à éclater. La nuit, alors que la maison s'endormait, il quittait son hoveton en silence pour aller dans les ruelles sombres de son village. Il y trouvait un semblant de liberté. Ses escapades nocturnes lui apportèrent rapidement une idée. S'il ne pouvait rien attendre de son père ou de sa belle-mère, il pouvait tout prendre par lui-même. C'est ainsi que Sokichi commença à voler. Ses premières cibles furent les marchés. Pendant que les commerçants s'occupaient de leur étal, il s'approchait discrètement pour subtiliser des poignées de riz, des morceaux de poisson séché ou des fruits. Il apprit rapidement à repérer les moments d'inattention et il devint habile à dissimuler son butin sous ses vêtements amples. Les vols devinrent une habitude, presque un art. Il ne se contentait plus de prendre ce dont il avait besoin pour survivre, il volait pour le plaisir de braver l'autorité pour sentir qu'il avait un contrôle même minime sur sa vie. Les commerçants commencèrent à murmurer à son sujet, mais aucun ne pouvait le prendre sur le fait. Avec le temps, Sokichi commença à s'attaquer à des cibles plus audacieuses. Il pénétrait dans les maisons des voisins endormis pour dérober de l'argent, des objets de valeur ou de la nourriture. Il se mouvait dans l'ombre, rapide et silencieux, développant une agilité qui le ferait surnommer plus tard par certains le chat. Dans un monde où la violence était omniprésente, Sokichi comprit vite qu'il devait se protéger. À l'âge de 12 ans, il s'arma d'un couteau, une lame simple mais robuste qu'il portait en permanence à la ceinture. Il ne l'utilisait pas encore souvent, mais sa présence suffisait à intimider les autres enfants et même certains adultes. Il apprit à se battre avec férocité, utilisant son couteau à la moindre occasion et entraîné par un vieux marin qui lui apprit les rudiments de la bagarre de rue contre quelques faveurs sexuelles et des services de rapine. Sokichi trouvait ses nuits de liberté sous les toits d'un temple Shinto abandonné à la périphérie du village. Ce sanctuaire, autrefois lieu de prière et de cérémonie, était maintenant délabré, envahi par les mauvaises herbes et visité uniquement par quelques corbeaux et quelques renards. Il s'y installait pour dormir, enveloppé dans une couverture volée, écoutant le vent souffler à travers les planches mal jointes du toit. Le temple devint son sanctuaire, un lieu où il pouvait se soustraire à l'emprise de Kaio et rêver d'un avenir différent. Mais même dans ce refuge, ses pensées étaient emplies de violence. Les statues des divinités du temple, autrefois vénérées, étaient pour lui des témoins muets de sa transformation. Certains soirs, dans un mélange de colère et de défi, il leur parlait à voix basse, jurant qu'il ne se soumettrait plus jamais à personne. Il donna des noms à ces dieux dont il ne savait rien et en fit ses confidents, les plaçant en rond autour de son petit lieu de vie improvisé. À 11 ans, Furutani n'était plus un enfant. Il était déjà un survivant marqué par la brutalité de la vie, un voleur habile et un bagarreur redouté. Son couteau et sa rage étaient devenus ses compagnons les plus fidèles. Les premières pierres de son destin tragique étaient posées. Dans son esprit, le monde était un champ de bataille et il avait appris une leçon essentielle. Dans ce monde, seul celui qui frappe en premier peut espérer survivre. À la fin de ses années d'école primaire, Furutani Sokichi suivit sa famille dans un nouveau départ ou du moins une tentative de recommencement. Leur maison misérable dans la préfecture de Hyogo fut abandonnée pour une modeste habitation en périphérie de Hiroshima, où Shigematsu avait trouvé de meilleures opportunités de travail. Mais pour Sokichi, ce déménagement n'apporta aucun répit. Si les paysages changeaient, son amertume et sa colère restaient intactes. Shigematsu inscrivit son fils dans un collège local, pensant que l'éducation pourrait peut-être contenir son comportement turbulent. Mais Sokichi, désormais adolescent, portait déjà les stigmates de son enfance brisée.
Dès les premiers jours, il s'attira la méfiance des enseignants et le mépris de ses camarades. L'école, lieu censé structurer les jeunes esprits, devint pour lui un champ de bataille. Les règles et l'autorité lui étaient insupportables. Il refusait de s'asseoir tranquillement en classe, perturbant constamment les leçons par des éclats de voix ou des moqueries envers les enseignants. Plus encore, il avait un talent inquiétant pour semer la peur. Un jour, alors qu'un professeur tentait de le punir pour avoir dégradé le matériel scolaire, Sokichi explosa. Devant toute la classe, il se jeta sur l'homme, le rouant de coups jusqu'à ce que d'autres enseignants interviennent. Quelques semaines plus tard, il brandit un couteau contre un autre enseignant qui l'avait menacé d'expulsion. Les cris des élèves paniqués résonnèrent dans les couloirs et l'incident scella son sort. Sokichi fut renvoyé sur le champ. Pour ses camarades et ses professeurs, ce fut un soulagement, mais pour lui, c'était une humiliation de plus, un énième rappel qu'il n'appartenait à aucun lieu. Le soir même de son expulsion, Sokichi errait dans les rues proches du collège, emportant avec lui sa colère et son couteau. La fureur de l'humiliation cuisait encore dans son esprit, mais derrière cette rage se cachait un vide plus profond, un sentiment d'insignifiance qu'il refusait d'admettre. Alors qu'il déambulait sans but, il passa devant une école de filles voisine. Là, il remarqua une jeune élève qui rentrait chez elle seule, quelque chose dans sa posture, sa vulnérabilité peut-être, ou simplement le fait qu'elle existait, alors que lui se sentait réduit à rien, attira son attention. Sokichi la suivit à distance, s'approchant de plus en plus. Dans une ruelle sombre, il l'attrapa, la jetant au sol. Sa main serrée sur son couteau, il la menaça de ne pas crier avant de la violer. Lorsqu'il termina, il la frappa avec une violence inouïe et la laissa là, brisée et terrifiée, avant de disparaître dans la nuit. En passant devant son ancien collège, il sauta le muret qui donnait dans la cour de récréation et empila des fagots et du bois qui servaient à alimenter les poêles de l'établissement, et avec les allumettes qui lui servaient à allumer ses cigarettes, il mit le feu à l'école qui partit en fumée. Ces actes, les premiers d'une longue série, marquèrent un tournant irréversible dans la vie de Sokichi. Ce soir-là, il franchit une frontière morale dont il ne reviendrait jamais. Il découvrit une sombre satisfaction dans le contrôle absolu qu'il exerçait sur une autre personne, mais aussi dans la destruction et le chaos. Ce sentiment dérivé de son propre malheur et de sa haine pour le monde devint une obsession. Son enfance de violence et de privation avait façonné une personnalité égocentrique et dérangée. Sokichi voyait désormais les autres comme des objets, des outils pour assouvir ses besoins, ou des cibles pour projeter sa frustration. Il n'éprouvait ni remords, ni empathie, au contraire, il se voyait comme une victime du monde, et chaque acte de violence était pour lui une manière de reprendre ce qu'il estimait lui être dû. Le lendemain, bien que personne ne puisse le relier ni à l'agression ni à l'incendie, les rumeurs commencèrent à circuler. Dans le quartier, les gens connaissaient déjà la réputation de Sokichi comme un fauteur de troubles. L'expulsion du collège n'avait fait qu'ajouter à cette image et beaucoup soupçonnaient que cet adolescent, toujours en colère et armé d'un couteau, était capable de tout. Pourtant, ni son père ni sa belle-mère ne firent grand-chose pour le contenir. Shigematsu, absorbé par ses propres échecs et noyé dans l'alcool, se contentait de le réprimander brièvement avant de retourner à ses préoccupations. Kaiyo, quant à elle, voyait en lui une nuisance qu'elle aurait préféré ignorer. Dans cet abandon moral et émotionnel, Sokichi trouva une liberté perverse. Il n'avait personne à qui rendre des comptes, aucun avenir à construire. Sa vie était déjà celle d'un hors-la-loi en devenir et il s'y plongeait avec une intensité effrayante. À 13 ans, Furutani n'était plus seulement un enfant perturbé. Il était devenu une menace, une ombre dans les rues de Hiroshima, un garçon aux mains déjà tachées de la douleur des autres.
Ses premiers actes de violence et de domination étaient les prémices d'une carrière criminelle qui allait bientôt s'intensifier. L'arrivée des années 30, marquée par la montée de l'instabilité économique et sociale au Japon qui se concentrait sur ses guerres de conquête et la course à l'armement, coïncida avec la plongée de Furutani Sokichi dans une spirale criminelle de plus en plus destructrice. Âgé de 17 ans au début de l'ère Showa, il n'était plus qu'une ombre de l'adolescent qu'il avait été, mais une ombre devenue plus féroce, plus calculatrice et plus dangereuse. À Hiroshima, Sokichi s'était construite une petite réputation. Ses vols étaient audacieux, souvent accompagnés de violence. Toujours armé d'un couteau, il terrorisait les commerçants et intimidait quiconque osait se mettre en travers de son chemin. En février 1932, il fut finalement arrêté après une série d'agressions particulièrement brutales. Son dernier crime avant son arrestation impliquait le vol d'une petite boutique où il avait frappé le propriétaire âgé à la tête avec le manche de son couteau pour s'enfuir avec un maigre butin de quelques yens. Condamné pour ses actes, Sokichi fut envoyé à la maison de redressement d'Iwakuni dans la préfecture voisine de Yamaguchi. Ce centre, réputé pour sa discipline rigoureuse, accueillait des jeunes délinquants dans l'espoir de les réhabiliter. Mais pour Sokichi, l'enfermement ne provoqua ni remords ni transformation. Il passait ses journées en silence, exécutant les tâches qui lui étaient assignées, avec une obéissance mécanique, mais dans son esprit, il nourrissait une rage froide contre le système qui l'avait enfermé. En avril 1933, après un peu plus d'un an, il fut libéré. Mais la liberté ne signifiait pour lui qu'une occasion de reprendre là où il s'était arrêté. À peine quelques semaines après sa libération, Sokichi replongea dans le crime. Le 4 mai, armé de son couteau, il attaqua un passant dans une rue isolée de la préfecture de Hiroshima. L'homme, un marchand itinérant, fut gravement blessé lors de l'agression, mais Sokichi n'hésita pas un instant à s'enfuir avec sa sacoche remplie de billets et d'objets personnels, laissant sa victime en sang, mais heureusement vivante. Il fut arrêté en août et lors de son procès, ses antécédents jouèrent contre lui, alors il fut condamné à 4 ans de prison, une peine qu'il devra purger à la prison de Fukuoka, Hiroshima et Osaka étant dévolue aux prisonniers politiques et autres contestataires. La vie en prison ne fit qu'affermir son cynisme. Sokichi se lia avec d'autres criminels endurcis, apprenant des techniques pour falsifier des documents, manipuler les gardiens et survivre dans un environnement impitoyable. Il n'était plus seulement un voleur, il devenait un stratège du crime. Libéré en 1937, après avoir purgé sa peine, Sokichi ne tarda pas à replonger dans ses habitudes. En septembre de la même année, il fut arrêté pour une série de crimes qui firent sensation dans la presse locale, vol, tentative de meurtre sur une prostituée et trafic de fausses monnaies. La tentative de meurtre fut particulièrement brutale. Lors d'une dispute avec une prostituée qu'il ne voulait pas payer, jugeant sa prestation médiocre, Sokichi avait sorti son couteau une fois de plus et l'avait poignardé à plusieurs reprises et ouvert une large plaie sur son visage, comme un sourire terrible de chaque côté de la bouche. La victime survécut par miracle, mais elle porta plainte, ce qui conduisit à son arrestation. Les fausses pièces qu'il avait tenté de mettre en circulation furent retrouvées chez lui, scellant son sort. Cette fois, la sentence fut de 3 ans de prison et Sokichi retourna derrière les barreaux, sa réputation de criminel violent désormais bien établie. En avril 1941, à peine quelques mois après sa libération, Sokichi fut de nouveau condamné, cette fois pour une série de vols audacieux perpétrés dans des maisons et des commerces,
Ce fut son crime le plus organisé jusqu'à présent. Il avait soigneusement repéré ses cibles, utilisant de fausses identités pour s'infiltrer dans les lieux avant de frapper. Ses juges, exaspérés par cette récidive constante, décidèrent cette fois d'alourdir la peine. 6 années supplémentaires. Durant cette période, le Japon plongeait dans la guerre, mais pour Sokichi, le monde extérieur n'avait que peu d'importance. La prison était devenue pour lui une seconde maison, un endroit où il continuait à perfectionner ses talents criminels et à nourrir son mépris pour l'ordre établi. Son profil psychologique lui épargna l'enrôlement dans les bataillons suicides de la fin de la guerre, et il put profiter d'une prison presque vidée de ses voyous partis au front pour y mourir. Libéré dans les années d'immédiate après-guerre, Sokichi retrouva un pays en ruine. Les villes dévastées par les bombardements et la pauvreté généralisée offraient un terrain fertile pour les esprits comme le sien. Pourtant, la présence américaine avait aussi renforcé le contrôle policier, rendant la vie des criminels plus risquée. Le 12 mai 1951, Sokichi tenta un coup désespéré. Utilisant une fausse identité, Shimizu Masao, il approcha la police préfectorale de Hyogo avec une proposition audacieuse. Leur vendre des chaussures réglementaires qu'il avait obtenues d'une façon assez peu conventionnelle, graissant la patte du patron puis le menaçant de tuer sa femme et ses enfants s'il ne lui cédait pas des stocks gratuitement. L'homme l'avait dénoncé mais devait le revoir quelque temps plus tard. Ce stratagème maladroit et imprudent attira immédiatement l'attention des autorités. Après une enquête rapide, Sokichi fut arrêté, une fois de plus. La trajectoire de Furutani Sokichi prit un tournant inattendu lorsqu'il fit la rencontre de Sakamoto Noboru, un jeune homme de 19 ans dans les rues de Fukuoka en 1952. Cette rencontre marqua le début d'une étrange alliance, une relation qui mêlait fascination mutuelle, manipulation et ambition criminelle. Sakamoto était tout juste sorti de l'adolescence, mais son passé portait déjà les marques de violence et de désespoir. Né dans une famille pauvre de la région de Kyushu, il avait grandi dans un environnement brutal, avait quitté l'école tôt pour travailler dans une fabrique de briques, mais son caractère impulsif et ses conflits constants avec ses supérieurs l'avaient poussé à quitter son poste. À l'âge de 17 ans, il avait commis son premier crime, une attaque violente contre un homme qui lui devait de l'argent. Condamné à quelques mois de détention dans un centre pour mineurs, il en était sorti plus amer que jamais, convaincu que la société ne lui offrait rien d'autre que la misère et l'humiliation. À 19 ans, il errait dans les rues de Fukuoka, son but précis, volant à l'occasion pour survivre. C'est dans l'un des nombreux bars minables de Fukuoka que les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois. Sokichi, alors âgé de 37 ans, avait toujours l'allure d'un homme dur et intimidant. Assis au fond de la salle, il observait les clients avec un mélange de méfiance et de calcul, cherchant une opportunité ou une proie. Noboru entra ce soir-là vêtu d'une veste élimée avec le regard d'un homme perdu. Leur rencontre ne fut pas orchestrée, mais une série de circonstances les rapprocha. Noboru, après avoir bu plusieurs verres, s'engagea dans une dispute avec un autre client. La situation dégénéra rapidement et lorsque le jeune homme sortit son couteau pour menacer son adversaire, Sokichi intervint. Avec une autorité naturelle, il s'interposa, calmant Noboru et dissuadant l'autre homme de poursuivre la bagarre. Une fois la tension dissipée, Furutani invita Sakamoto à sa table, intrigué par ce jeune homme qui semblait lui rappeler une version plus jeune et impulsive de lui-même. La conversation qui suivit révéla un lien immédiat entre les deux hommes.
Sakamoto, désillusionné et rempli de colère, trouva en Furutani un mentor potentiel, un homme qui incarnait la survie brute dans un monde hostile. De son côté, Sokichi, toujours à la recherche d'alliés ou d'outils, reconnut en Noboru une énergie brute qu'il pouvait modeler et exploiter. Ils discutèrent de leur passé, de leurs expériences avec la violence et de leur mépris commun pour la société et ses institutions. Noboru écouta avec fascination les récits de Sokichi, les années passées en prison, ses vols audacieux et son mépris pour la loi. Pour Sokichi, partager ces histoires était un moyen d'établir son autorité et de tester la loyauté du jeune homme. « Tu sais ce qu'ils ont en commun, tous ces gens ?» dit Furutani en désignant les autres clients du bar. « Ils suivent des règles qui les maintiennent à genoux. Moi, je fais mes propres règles. Si tu veux survivre dans ce monde petit, tu dois apprendre à faire la même chose. » Noboru, captivé, hocha la tête. Dans les semaines qui suivirent, Furutani et Sakamoto commencèrent à passer de plus en plus de temps ensemble. L'ancien enseigna aux plus jeunes les subtilités du vol, comment repérer une cible, manipuler les gens et disparaître sans laisser de traces. Mais il ne s'agissait pas seulement de technique. Sokichi transmit également à Noboru sa version du monde, une philosophie où la violence était un outil légitime pour obtenir ce que l'on voulait et où la vie des caves n'avait pas de valeur. En retour, Noboru apporta à Sokichi une énergie et une audace que ce dernier, bien que toujours redoutable, commençait à perdre avec l'âge. Leur collaboration prit rapidement la forme de petits crimes, cambriolage, extorsion, puis agression. Bien que leur relation soit basée sur une admiration mutuelle, elle n'était pas dénuée de tension. Furutani, habitué à travailler seul et à être le maître absolu de ses entreprises criminelles, voyait aussi en Sakamoto à la fois un allié et une menace potentielle. De son côté, le jeune homme, bien qu'admiratif, était ambitieux et rêvait de surpasser son mentor. Ces tensions restaient cependant en arrière-plan, dissimulées par leur coopération fructueuse. Ils formaient un duo complémentaire. Furutani avec son expérience et sa capacité à planifier, et Sakamoto avec sa jeunesse et sa force brute. Ensemble, ils devinrent un duo redouté dans les rues de Fukuoka, une combinaison d'intelligence calculatrice et de violence impitoyable. La rencontre entre les deux n'était pas seulement un hasard, mais le début d'un partenariat qui allait marquer l'histoire criminelle du Japon. Ce chapitre marqua aussi un moment clé dans la vie de Furutani, la naissance d'une ombre qui allait marcher à ses côtés, mais qui, un jour, pourrait bien chercher à le surpasser ou même à le trahir. Ensemble, ils allaient écrire une page sanglante de l'histoire de l'ère Showa. Le 23 mai 1951, dans les rues animées du quartier de Hakata à Fukuoka, la collaboration criminelle entre Furutani et Sakamoto atteignit un nouveau sommet. Ce soir-là, un acte brutal allait marquer le début de leur courte mais sanglante épopée criminelle scellant à jamais leur place dans l'histoire obscure du Japon d'après-guerre. Ce soir de mai, Hakata, le quartier portuaire de Fukuoka, comme à son habitude, grouillait de vie. Les commerçants fermaient leurs boutiques, les derniers clients flânaient dans les rues et les travailleurs rentraient chez eux. Les deux complices, tapis dans l'ombre, observaient la foule avec un œil aiguisé, cherchant une cible. Ils repérèrent un homme de 53 ans qui sortait d'un magasin, une bourse de cuir à la main. Furutani, avec son expérience de prédateur, estima rapidement que cet homme, seul et distrait, serait une proie facile. Les deux hommes le suivirent sur plusieurs pâtés de maisons, attendant le moment propice. Dans une ruelle sombre, loin des regards indiscrets, Furutani donna le signal. Sakamoto bondit le premier, saisissant l'homme par derrière et plaquant sa main sur sa bouche pour étouffer ses cris. L'aîné, armé d'une corde qu'il avait soigneusement dissimulée, passa rapidement l'outil autour du cou de la victime.
L'étranglement fut rapide mais brutal. L'homme se débattit, ses pieds raclant désespérément le sol, mais les deux assaillants, forts et déterminés, ne lui laissèrent aucune chance. Lorsque son corps s'affaissa, Foletani fouilla la bourse et récupéra 6800 yens en espèces, une somme importante pour l'époque. Sans un mot, ils abandonnèrent le corps et disparurent dans l'obscurité comme des ombres. Le 20 juin 1951, moins d'un mois après le meurtre à Hakata, le duo frappa à nouveau. Cette fois, leur cible était un vieil homme de 73 ans qui marchait seul dans les rues calmes de Yahata, aujourd'hui Kitakyushu. Le vieil homme avançait, lentement appuyé sur une canne, ses pas résonnant dans le silence de la nuit. Les deux meurtriers l'aperçurent de loin. Pour eux, c'était une opportunité facile et parfaite, une cible vulnérable, sans témoin à proximité. Comme ils l'avaient fait auparavant, ils l'approchèrent discrètement. Sakamoto, impulsif et impatient, saisit la victime par les épaules, tandis que Foletani, d'un geste froid et calculé, utilisa à nouveau sa corde. Cette fois, l'acte fut encore plus rapide, le vieil homme ne lutta presque pas, son corps frêle cédant sous la force de ses agresseurs. Ils fouillèrent ses poches et trouvèrent 230 yens et quelques cigarettes. Les meurtres à Hakata et Yahata, bien que commis dans des lieux différents, ne passèrent pas inaperçus. Les autorités locales, confrontées à une montée de la criminalité violente dans les années d'après-guerre, commencèrent à enquêter. Sakamoto Noboru, plus jeune et moins prudent que Foletani, commença à attirer l'attention sur lui. Ses comportements téméraires et ses dépenses inhabituelles le rendirent suspect. En septembre 1951, il fut arrêté lors d'un contrôle de routine et sous la pression des interrogatoires, il finit par avouer son implication dans les meurtres. Après un premier interrogatoire plus que musclé où la police lui brisa même la mâchoire, il révéla également qu'il avait un complice, Foletani Sokichi. Le 3 octobre 1951 marqua un tournant irréversible dans la vie de Foletani. Désormais traqué par la police, après les aveux et la dénonciation de son ancien complice, il ne pouvait plus recourir à des méthodes discrètes comme les vols ou les escroqueries de petite envergure. Il devait frapper fort pour se refaire financièrement, mais surtout pour restaurer sa confiance en lui. Son regard se tourna vers une cible qu'il connaissait bien, le patron de cordonnerie à Osaka, l'homme qui fabriquait les chaussures réglementaires pour la police préfectorale de Hyogo. Il gérait les bons de commande et les paiements pour les fournitures de la police, des documents qu'il conservait dans son atelier. Pour Foletani, ces bons représentaient une opportunité unique. Il pourrait les voler et les revendre au marché noir tout en récupérant l'argent liquide que l'homme gardait probablement sur place. Le plan était parfait et offrait à Foletani la meilleure des vengeances. Le 3 octobre, il passa à l'action. Il avait tout planifié, il connaissait les horaires du cordonnier, la disposition de son atelier et les outils disponibles sur place. Mais malgré cette préparation, une chose était claire dans son esprit, si nécessaire, il n'hésiterait pas un instant à tuer. Au crépuscule, Sokichi entra dans l'atelier sous prétexte de demander des informations sur une paire de bottes. Le cordonnier, un homme d'une cinquantaine d'années bien tassé, le reçut avec méfiance sans le reconnaître. Les récentes histoires de vols et d'escroqueries dans la région avaient rendu les commerçants plutôt prudents. Mais Foletani, avec son attitude calculée, son petit déguisement et son regard perçant, parvint à dissiper ses soupçons. Une fois à l'intérieur, il attendit le bon moment. Lorsque le cordonnier lui tourna le dos pour examiner des échantillons de cuir, il bondit. Brandissant son couteau, il le plaqua contre le mur, sa main serrée sur la bouche de l'homme, pour étouffer ses cris. Le cordonnier, qui avait enfin reconnu Foletani, terrifié, obéit. Il le força à s'asseoir sur une chaise, utilisant des morceaux de cuir brut pour attacher ses mains et ses pieds. L'atelier, avec son éclairage tamisé et l'odeur âcre des produits chimiques de tannage, devint une scène de pure terreur. Pendant plus d'une heure, Foletani interrogea l'homme, exigeant qu'il révèle où se trouvaient les bons de commande et l'argent.
Le cordonnier en pleurs tenta de coopérer. Il indiqua une armoire en bois où il conservait les documents, ainsi qu'une boîte métallique contenant de l'argent liquide destiné à payer ses ouvriers. Le voleur fouilla l'armoire, récupérant les précieux bons, ainsi qu'une somme d'argent plutôt modeste, moins d'1 millier de yens. Mais cette découverte ne calma pas sa rage. Pour lui, cet homme représentait une humiliation symbolique. Un fournisseur de la police, une figure d'autorité indirecte et une preuve vivante que le système qu'il avait brisé continuait à fonctionner. Pas un mot ou je t'ouvre la gorge, mon cochon. Tu crois que tu vaux mieux que moi, hein, mon gros ? Siffla Sokichi, très énervé en se retournant vers sa victime, son couteau à la main. Le cordonnier suppliant secoua la tête, mais ses prières tombèrent dans l'oreille d'un homme déjà décidé. Tout arriva très rapidement. Folletani leva son couteau et frappa une première fois, visant la poitrine de l'homme. Le cordonnier hurla, son cri déchirant le silence de l'atelier, mais le meurtrier continua, frappant à plusieurs reprises le cou, la figure, la poitrine, le ventre, ses gestes devenant de plus en plus frénétiques, le sang jaillit, éclaboussant les outils, le cuir brut et le sol de l'atelier jusqu'au visage de Folletani. Lorsque le corps du cordonnier s'effondra dans une mare de sang, Folletani reprit son souffle, ses mains tremblantes mais son esprit étrangement calme. Il savait qu'il devait effacer les traces de son passage, alors il traîna le corps ensanglanté vers une cuve de tannage en acier située à l'arrière de l'atelier. Cette cuve remplie d'un mélange de produits chimiques utilisés pour assouplir le cuir était suffisamment profonde pour dissimuler le corps. Avec un effort considérable, il souleva le cadavre et le jeta dans la cuve. Le liquide visqueux et noir éclaboussa tout autour. Une fois la cuve refermée, il prit le temps de nettoyer grossièrement les traces de son crime, mais la précipitation l'empêcha d'être vraiment minutieux. Avec les bons de commande et l'argent en poche, il quitta l'atelier, se fondant dans l'obscurité des ruelles d'Osaka. Il savait que le corps finirait par être découvert, mais cela n'avait aucune importance pour lui. Une fois encore, il se fit prendre comme un bleu en dépensant l'argent volé dans un bordel dont la mère Maquerelle travaillait avec la police. Il se fit cueillir comme une fleur au petit matin et transféré immédiatement à la criminelle qui lui courait après depuis des mois. Malgré les aveux de Sakamoto, les enquêteurs ne purent établir clairement le rôle de Folletani dans les meurtres de Fukuoka. Folletani, habitué aux interrogatoires et aux manipulations, utilisa son expérience pour semer le doute. Il prétendit que Sakamoto exagérait son implication pour atténuer sa propre responsabilité. Les preuves directes contre lui faisaient effectivement défaut. Bien que Sakamoto insistât sur le fait que Folletani avait joué un rôle central, les enquêteurs n'avaient ni témoins ni preuves matérielles pour le lier de manière irréfutable aux scènes de crime. Finalement, le tribunal du district de Fukuoka choisit de condamner Sakamoto pour les meurtres, le considérant comme l'instigateur principal. La sentence fut la peine capitale, une décision qui choqua même certains observateurs de l'époque en raison de son exécution rapide. Il fut en effet exécuté en 1953 à seulement 21 ans. Ses derniers mots, passés à la postérité, furent empreints de rage et de désespoir. Je veux que mon complice soit exécuté au plus tôt lui aussi. C'est trop injuste. Adieu. Au lieu d'être jugé pour meurtre, Folletani fut inculpé pour des délits mineurs, notamment des vols et des agressions, sa complicité dans les meurtres n'ayant pu être clairement établie. Il fut condamné à une peine à la prison de Kumamoto où il purgea 10 ans. Lorsque Folletani Sokichi quitta la prison de Kumamoto le 9 novembre 1963, le pays, marqué par les ravages de la guerre 2 décennies auparavant, s'était relevé avec une détermination féroce. La reconstruction s'était muée en croissance économique rapide et des régions comme le Kansai brillaient comme des symboles de prospérité et d'opportunité. Mais pour Folletani,
Cet avenir prometteur n'était qu'un décor grotesque. Malgré son passé de violence et de crime, il profita des programmes de réinsertion et obtint un emploi dans le génie civil, une industrie en pleine expansion grâce aux grands projets d'infrastructure qui façonnaient le pays. Ce travail, bien que modeste, lui offrait une chance de réintégrer la société. Mais Fodetani n'était pas homme à embrasser les conventions. Cependant, dans les premières semaines suivant sa libération conditionnelle, il tenta de se fondre dans la normalité. Ses supérieurs sur les chantiers louaient sa rigueur et son endurance, des qualités qui, dans d'autres contextes, auraient pu faire de lui un travailleur modèle. Pourtant, ses collègues restaient méfiants, il parlait peu, ne se liait à personne, et son regard dur et insondable en disait long sur le poids qu'il portait. La routine du travail physique sembla pour un temps apaiser ses instincts violents. Il passait ses journées à creuser des fondations, à transporter des matériaux, à surveiller des machines. En mai 1964, Sokichi tomba sur un article de journal qui allait changer le cours de sa vie une fois encore. Cet article, publié dans un quotidien régional, faisait l'éloge de la croissance économique de la région du Kansai. On y vantait la prospérité de villes comme Osaka ou Kobe, où l'industrie, le commerce et les grands projets d'urbanisme attiraient des milliers de travailleurs et d'entrepreneurs. Pour lui, ce n'était pas la promesse du succès légitime qui l'attira, mais la perspective d'un terrain fertile pour ses activités criminelles. La richesse croissante signifiait plus de cibles, plus d'opportunités pour les escroqueries et les vols. Le Kansai, avec sa densité de population et son dynamisme, représentait un labyrinthe où il pourrait disparaître tout en poursuivant ses ambitions sombres. Quelques semaines après avoir lu l'article, Fodetani quitta son emploi dans le génie civil sans prévenir. Il utilisa ses maigres économies pour acheter un billet de train pour Osaka, la ville qu'il aimait tant pour son chaos et son anonymat. Lorsqu'il arriva à la gare centrale, il fut immédiatement frappé par l'effervescence de la ville. Les tramways, les rues bondées, les immeubles en construction, tout dans cette ville criait opportunité. Il trouva une petite chambre dans un quartier ouvrier, un logement exigu et délabré qui convenait à ses moyens. Son quotidien redevint celui d'un homme en marge, observant, écoutant et planifiant ses prochaines actions. Très vite, il commença à fréquenter les bas-fonds de la ville. Il retrouva rapidement des contacts dans le monde criminel, des petits escrocs et receleurs qui opéraient dans les marchés noirs et les quartiers de plaisir. Il se lia avec des hommes qui, comme lui, avaient connu la prison et qui cherchaient à tirer profit du boom économique, sans s'embarrasser de la loi. Mais Fodetani ne voulait pas se contenter de petits larcins. Il voyait plus grand. La prospérité du Kansai lui donnait des idées audacieuses, cambriolage ciblé, extorsion bien orchestrée, peut-être même des crimes plus violents si nécessaire. Après tout, il aimait bien ça. Malgré l'apparente stabilité que lui offrait son emploi dans le génie civil, il n'avait jamais réellement cru en la possibilité de changer. Pour lui, le monde restait un lieu hostile où seuls les plus impitoyables survivaient et il avait trouvé un nouveau terrain de chasse. Le 30 octobre 1965, dans les rues animées de Kaigandori, un quartier côtier de Kobe, Fodetani Sokichi commit l'un des crimes les plus sinistres de sa carrière. Ce soir-là, Fodetani errait dans les rues de Kaigandori, un quartier où, plus encore qu'ailleurs, les contrastes étaient frappants d'un côté. Des maisons modestes abritaient des ouvriers et des pêcheurs, des hommes et des femmes modestes travaillant pour subvenir aux besoins de leur famille. De l'autre, les entrepôts et les quais grouillaient d'activités tandis que les bars du quartier attiraient des clients en quête de distraction après une longue journée de travail. Fodetani avait passé plusieurs jours à observer le quartier, repérant les habitudes des habitants. Il avait remarqué un homme d'une cinquantaine d'années qui vivait seul dans une petite maison non loin des quais.
Cet homme courbé, discret et réservé travaillait comme employé dans une entreprise de transport maritime. Bien qu'il ne semblât pas particulièrement riche, sa solitude en faisait une cible idéale pour Folletani qui cherchait à commettre un crime rapide et sans témoin. La nuit était tombée lorsque le malandrin passa à l'action. Profitant de l'obscurité et du calme relatif du quartier, il s'approcha de la maison de sa victime. Il avait enfilé des vêtements sombres et portait une corde dissimulée dans sa veste, un outil qu'il utilisait souvent pour ses meurtres. Folletani força discrètement la petite porte arrière de la maison, utilisant une technique simple de crochetage mais très efficace, technique qu'il avait perfectionnée au fil des années. Une fois à l'intérieur, il se déplaça avec précaution, évitant de faire le moindre bruit. La maison, faiblement éclairée, était modeste mais bien rangée, un lieu qui reflétait la vie simple de son occupant. Il trouva sa victime dans une petite pièce à l'arrière, assise sur un futon, probablement en train de lire ou de se préparer pour la nuit. Folletani, avec la rapidité et la précision d'un prédateur expérimenté, se jeta sur lui. L'attaque fut brutale et rapide. Avant que l'homme ne puisse crier ou se débattre, Folletani avait déjà enroulé la corde autour de son cou. La victime tenta de se défendre, ses mains cherchant à desserrer l'étreinte, mais Folletani serra plus fort, son visage impassible. Le silence de la maison fut brisé par les bruits de lutte, le sifflement produit par le frottement des chaussettes sur le tissu des draps et les respirations saccadées de l'homme qui luttait pour sa vie. Mais en quelques minutes, tout cessa. Le corps de la victime s'effondra, inerte, et Folletani resta immobile un moment, écoutant pour s'assurer qu'aucun bruit de l'extérieur ne venait perturber son crime. Il en profitait. Une fois le meurtre accompli, Folletani souffla et se mit à fouiller la maison. Il savait que sa victime n'était pas riche, mais il n'avait pas besoin de grand-chose. Il trouva 500 yens en espèces dans une petite boîte, ainsi que 2 montres qu'il espérait pouvoir revendre. Le trouvant à son goût, il décida également de voler le pantalon de la victime. Après avoir rassemblé son butin, il vérifia rapidement qu'il ne laissait aucune trace évidente de son passage. Il essuya les surfaces qu'il avait touchées, remit sommairement en place certains objets, puis quitta la maison par la même porte qu'il avait forcée. Dehors, la ville continuait à vivre, inconsciente du crime qui venait d'être commis. Folletani, toujours calme et méthodique, s'éloigna de la maison en marchant à un rythme calme et régulier, évitant de courir pour ne pas attirer l'attention. Il se fondit dans la foule des ruelles animées, passant devant les bars et les restaurants où les conversations et les rires masquaient l'horreur de son acte. Le meurtre de Caigandoli ne passa pas inaperçu, mais l'absence de témoins et les précautions prises par Folletani laissèrent les enquêteurs sans piste immédiate. Les habitants du quartier furent plongés dans une peur diffuse. L'idée qu'un meurtrier pouvait frapper au hasard dans une maison ordinaire dans un quartier habituellement paisible provoqua une onde de choc. Mais pour Folletani, ces réactions n'avaient aucune importance. Il avait déjà quitté la zone, emportant avec lui son maigre butin. Le 8 décembre 1965, dans la ville tranquille de Nishinomiya, connue pour ses quartiers résidentiels paisibles et sa proximité avec Kobe et Osaka, Folletani Sakichi passa une nouvelle fois à l'acte. Ce soir-là, il prit pour cible un homme de 62 ans, un résident discret qui ne se doutait pas qu'un prédateur le guettait dans l'ombre. La victime vivait seule dans une maison modeste au bout d'une ruelle de Nishinomiya. Retraité, il menait une vie paisible, connu des voisins pour son habitude de sortir ses poubelles à la nuit tombée, puis de fumer une cigarette en marchant un peu, un rituel qu'il accomplissait sans méfiance. Folletani, rôdant dans le quartier ce soir-là, avait repéré l'homme plus tôt dans la journée. Le comportement régulier et prévisible de sa cible, combiné à l'isolement de la maison, faisait une proie idéale. Avec la patience d'un chasseur, Folletani attendit le moment parfait pour frapper. Aux alentours de 21h,
L'homme sortit avec un petit sac poubelle à la main, une routine anodine qui allait lui coûter la vie. Caché derrière un mur, Foletani observa sa cible approcher du coin sombre où il était embusqué. Lorsque l'homme se baissa pour déposer son sac, Foletani surgit, une pierre lourde à la main. Sans un mot, il asséna un coup violent sur l'arrière de la tête de l'homme, le faisant s'effondrer au sol avec un cri étouffé. La victime étourdie, mais encore consciente, tenta de ramper pour se protéger, mais Foletani ne lui laissa aucune chance en lui balançant un vigoureux coup de pied directement dans la tempe. Il traîna l'homme inconscient dans sa maison, refermant soigneusement la porte derrière lui pour ne pas attirer l'attention. Une fois à l'intérieur, il fouilla rapidement les pièces à la recherche d'argent ou d'objets de valeur, mais sans succès. Frustré, il décida d'utiliser la méthode qui lui était familière, la terreur et la douleur, pour forcer sa victime à parler. Lorsque l'homme reprit conscience, il trouva Foletani debout au-dessus de lui, un couteau en main et un regard glacial dans les yeux. « Où caches-tu ton argent, gros cochon ?» demanda Foletani d'une voix calme mais menaçante. L'homme terrifié et encore groggy balbutia qu'il n'avait pas grand-chose à lui donner. Foletani, insensible à ses supplications, planta la pointe de son couteau dans la cuisse de sa victime, provoquant un cri de douleur aiguë. La torture se poursuivit. Foletani alluma une cigarette qu'il avait prise sur la table de la cuisine, puis approcha la braise des mains et du visage de l'homme, brûlant sa peau pour intensifier son supplice, tailladant parfois les brûlures avec son couteau. Sous la douleur, la victime finit par avouer qu'il gardait une somme d'argent dans une boîte cachée sous le plancher de sa chambre. Après avoir récupéré la petite boîte métallique contenant quelques milliers de yens, les économies d'une vie, Foletani aurait pu fuir et laisser l'homme en vie, mais ce n'était pas dans sa nature. Pour lui, la vie de sa victime était devenue insignifiante, un simple détail gênant qu'il devait éliminer. Il termina sa cigarette, vola un peu d'alcool et se mit à genoux près du vieil homme. Puis, après l'avoir remercié, il planta son couteau dans le torse de l'homme suppliant, une fois, puis une deuxième, puis encore 9 fois. Chaque coup semblait porter la marque d'une rage accumulée, une haine profonde qui dépassait l'instant présent. Une fois l'homme immobile, Foletani attrapa un énorme cendrier en verre posé sur la table et l'abattit violemment sur la tête de sa victime à plusieurs reprises, écrasant son crâne. Le sang éclaboussa les murs et le sol après une vingtaine de coups. La tête du malheureux n'était plus qu'une bouillie rougeâtre dans laquelle le meurtrier écrasa son mégot. Après avoir nettoyé sommairement les empreintes sur les surfaces qu'il avait touchées, Foletani quitta la maison avec son butin, une poignée de yens et quelques objets de valeur qu'il espérait revendre. Il disparut dans les rues sombres de Nishinomiya, sa silhouette se fondant dans la nuit comme une ombre insaisissable. Le lendemain matin, lorsque le corps mutilé de sa victime fut découvert, la scène provoqua une onde de choc dans la communauté locale. La brutalité de l'acte combinée à l'apparente absence de mobile autre que le vol laissait les enquêteurs perplexes. Les voisins, horrifiés, décrivirent l'homme comme quelqu'un de discret et sans histoire, rendant son meurtre encore plus incompréhensible. Le 12 novembre 1965, dans une petite librairie d'un quartier tranquille de Hyogo, Foletani Sokichi frappa à nouveau. La victime, un libraire de 58 ans connu pour sa gentillesse et sa discrétion, tenait une boutique modeste où s'entassaient des étagères poussiéreuses remplies de livres oubliés. Ce soir-là, alors que le libraire comptait la caisse et préparait sa fermeture, Foletani pénétra dans la boutique.
Le regard de l'homme fatigué mais paisible croisa celui de Folletani, un regard glacial et dénué de toute humanité. En un éclair, Folletani attrapa un marteau qu'il avait dissimulé sous son manteau et le brandit sans un mot. Le libraire eut à peine le temps de lever les mains pour se protéger avant que le premier coup ne s'abatte sur son crâne. Le bruit sourd de l'impact résonna dans la boutique, brisant le silence paisible de l'endroit. Le libraire s'effondra, mais Folletani continua, frappant encore et encore dans une rage méthodique, chaque coup fracassant un peu plus le crâne de sa victime. Il asséna comme ça 40 coups, réduisant le libraire en bouillie. Lorsque le corps cessa de bouger, Folletani posa le marteau ensanglanté sur le comptoir et commença à fouiller la boutique. Il vida la caisse, récupérant une somme de 100 000 yens, environ 1000 € de 2025, puis s'attaqua aux étagères, dénichant quelques objets précieux, des montres anciennes et des pièces de collection qu'il pourrait revendre sur le marché noir. Le silence retomba dans la librairie, désormais chargée de l'odeur métallique du sang. Folletani essuya sommairement les objets qu'il avait touchés, rangea ses trouvailles dans un sac et quitta les lieux sans même jeter un dernier regard à sa victime. Dehors, la nuit était froide et tranquille et les lumières des lampadaires jetaient des ombres dans les ruelles désertes. Le 13 novembre 1965, dans une petite maison délabrée de la préfecture de Hyogo, Folletani Sokichi commit son meurtre le plus cruel et le plus brutal. Sa cible, cette fois, était un homme de 59 ans handicapé, incapable de quitter son lit sans aide. Sous le couvert de la nuit, il pénétra dans la maison après avoir forcé une fenêtre. La pièce où dormait l'homme était sombre, éclairée seulement par les faibles rayons de lune filtrant à travers les rideaux un peu déchirés. Folletani avançait sans bruit, son couteau déjà prêt dans sa main droite. Il se tenait au-dessus du lit, observant un instant le visage paisible de l'homme endormi, comme un prédateur évaluant sa proie. Puis, d'un geste brutal, il attrapa l'homme par le col de sa chemise de nuit et lui plaqua le couteau contre la gorge, interrompant brutalement son sommeil. « Où est ton argent? Où est-ce que tu planques ton magot ?» demanda-t-il. Le vieil homme terrifié tenta de répondre, mais ses mots étaient confus, pris dans un mélange de peur et de douleur. Folletani perdit patience rapidement. Il passa la lame du couteau sur le bras de sa victime, traçant une ligne sanglante qui fit crier l'homme. La torture ne faisait que commencer. Ignorant les supplications et les pleurs de l'homme alité, il continua à le menacer et à lui infliger des entailles profondes sur les bras et le torse, chaque coup de lame accompagné d'une nouvelle demande et d'un coup au visage. Finalement, dans un murmure paniqué, l'homme révéla qu'il avait 1600 yens dans un tiroir de la table de chevet. Folletani, frustré par la somme dérisoire, ouvrit le tiroir et trouva effectivement l'argent. Ses doigts se refermèrent sur les quelques pièces et le billet, mais au lieu de partir, sa colère monta en flèche. Il regarda l'homme avec mépris, comme si sa pauvreté était une offense personnelle. « C'est tout ce que tu as ?» rugit-il, sa voix tranchant le silence de la nuit. L'homme tenta de s'expliquer, de dire qu'il n'avait rien d'autre, mais cela ne fit qu'alimenter la rage de Folletani. Il leva son couteau et frappa une fois, puis une deuxième, une troisième. Les coups de couteau pleuvaient sans relâche, déchirant la chair et se fracassant sur les os. Folletani ne s'arrêta qu'après avoir frappé 14 fois, chaque coup plus violent que le précédent. Le lit, autrefois un refuge pour cet homme, était devenu une scène de carnage. Le sang avait éclaboussé les draps, le mur et même le visage de Folletani, mais il ne semblait pas le remarquer. Il resta un instant debout, le couteau à la main, regardant son œuvre avec un mélange de satisfaction et de vide. Puis calmement, il essuya la lame sur un coin de drap, glissa les 1600 yens dans sa poche, alluma une cigarette
et quitta la maison par la même fenêtre qu'il avait forcée, disparaissant dans l'obscurité comme une ombre fumante.